Merci beaucoup pour votre patience. Alors, merci également de votre présence à ce webinaire. Donc, mon logement est-il prêt pour la pompe à chaleur? Alors, je suis Julie Frère, je suis la porte-parole de Test Achat, organisation de défense des intérêts des consommateurs et consommatrices depuis 1957 déjà. Et donc, j'ai le plaisir d'introduire ce premier webinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui par mon collègue Philippe Mercier, qui est expert énergie et bâtiment chez Test Achat et qui va animer ce webinaire, et par Christina Dobrichan du BEUC, qui est gestionnaire de projet dans le secteur de la construction et qui nous fait le plaisir de gérer les aspects techniques de cette séance et qui nous aide également pour gérer vos questions lors de cette séance. Alors, ce webinaire, il s'inscrit dans une série de 5 webinaires que nous allons organiser. Je vous donne rapidement les thèmes des 4 suivants. Le prochain concernera les différents types de pompes à chaleur, les explications relatives à ce sujet. Le deuxième, le suivant, qui sera déjà, pardon, le troisième, abordera les aspects financiers, comme les primes à l'investissement, les prêts disponibles pour le financement, les coûts de fonctionnement. Ensuite suivra un webinaire sur les aspects concrets d'une installation, comment ça se passe en pratique avec la visite d'un installateur lorsque vous demandez un devis. Et enfin, le dernier abordera les actions à prendre pour rendre votre logement prêt pour la pompe à chaleur s'il ne l'est pas encore. C'est à partir de mai 2025 que vous pourrez vous inscrire à ces 4 prochains webinaires et vous pourrez également vous inscrire à une campagne d'installation groupée de pompes à chaleur qui se fera sans engagement, mais vous recevrez évidemment plus d'informations à ce sujet dans le courant du webinaire et des prochains. Alors, en fait, toutes ces actions, elles font partie d'un projet européen qui s'appelle Clear HP, donc HP pour Heat Pump, des pompes à chaleur. Et c'est vrai que on parle vraiment beaucoup des pompes à chaleur, vous l'avez certainement vu dans la presse, que ce soit pour les mettre en avant, présenter leurs avantages ou les présenter un peu comme la solution miracle à tous nos problèmes énergétiques aujourd'hui, ou au contraire pour nous faire part de cas de factures qui ont explosé après qu'on ait installé une pompe à chaleur. On nous informe des baisses des ventes des pompes à chaleur. On nous rappelle aussi qu'il y a un planning de sortie des énergies fossiles qui est différent dans chaque région. Puis on a des décisions politiques qui retardent la sortie des énergies fossiles, à l'image de la Wallonie récemment au sujet du majout de chauffage, pardon. Donc, c'est vrai que chez Testacha, on reçoit énormément de questions de la part de consommateurs et consommatrices qui sont un peu perdus et honnêtement, on les comprend. Parce que pour finir, une pompe à chaleur, est-ce que c'est intéressant? Quand et dans quelles conditions? Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, ce n'est pas clair. Et c'est précisément pour pouvoir répondre à ces interrogations et élaborer aussi nos recommandations à l'égard du monde politique qu'on a décidé de participer au projet européen Clear HP. Et ce projet a vraiment pour vocation bien, de clarifier les informations et de permettre à chacun et chacune de savoir où il en est par rapport à cette pompe à chaleur, hein, et dans quelles conditions aujourd'hui ça a du sens d'installer une pompe à chaleur chez soi. Ce webinaire donc sert vraiment cet objectif et comme je vous l'ai dit, 4 autres webinaires suivront d'ici à l'été pour vous accompagner dans cette réflexion parce qu'on sait que c'est une décision importante avec un budget certain et qu'on veut être sûr chez Testachat que vous soyez correctement informés mais aussi accompagnés dans le cadre de cette décision. Alors voilà, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet avec mon collègue Philippe Mercier, qui est donc expert énergie et bâtiment chez Testachat, et à qui je cède la parole. Et je vous souhaite d'ores et déjà un bon webinaire à tous et à toutes. Merci Julie. Avec plaisir. Oui. Donc bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc effectivement, donc on va juste, je vais commencer par des petites règles de fonctionnement hein, pour ce webinaire. Donc c'est-à-dire que vous êtes tous conscients là que votre caméra et votre micro sont coupés, donc c'est normal. C'est pour pouvoir gérer donc un webinaire comme celui-ci où on peut avoir jusqu'à des centaines de personnes. En tout cas, c'est ce qu'on souhaitera, hein. Mais par contre, on a un espace dans le bas de votre fenêtre Zoom. Donc il y a un espace Q&A avec un point d'interrogation. Et donc là, c'est bien le but que vous puissiez l'utiliser pendant toute la séance et y mettre vos commentaires, vos questions.
pendant ma présentation. Donc même si finalement au cours de la présentation, je pourrais répondre à des questions que vous auriez posées, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Comme ça, on est sûr que vous ne les oubliez pas. Donc la durée, on va donc clôturer maximum à 20h30. Et donc le but, c'est d'avoir une session équilibrée en deux parties. Donc une première partie où moi, mon objectif, ce serait effectivement de vous donner le plus d'informations accessibles pour que vous puissiez déterminer par vous-même si votre logement est prêt ou pas pour accueillir une pompe à chaleur. Et l'autre partie, ce sera vraiment dédié aux questions-réponses, puisqu'on souhaite avoir le plus d'interactivité possible lors de cette séance. Par rapport à tout ce qui sera présenté, on favorise l'écoute et l'interactivité. Donc, le but, ce ne sera pas que vous passiez votre temps à prendre des notes. Ne vous inquiétez pas, ce webinaire est enregistré et donc il y a une version en replay qui sera disponible sur une page dédiée au projet ClearHP sur le site de TestAchat. Et donc, à la fin de ma présentation, il y aura un lien que vous pourrez utiliser pour avoir toutes les nouvelles du projet, la campagne d'installation, le replay de ce webinaire et le programme des suivants dès que les dates seront connues. Alors, dernière chose à vous dire qui est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on entend dans des conférences ou au théâtre, on vous demande de couper votre GSM. Ben là, je vais vous demander en fait de le garder près de vous et de ne surtout pas le couper, puisqu'on va commencer par un petit questionnaire à choix multiples. Comme ça, je me ferai une meilleure idée de, en fait, qu'est-ce que vous pensez de votre logement par rapport au fait qu'il soit prêt ou pas pour la pompe à chaleur. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, voilà, donc je ne sais pas si ça s'affiche correctement. Christina, si tu veux me confirmer si tout est OK. Oui, ça va. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà. Alors ici, vous voyez là, donc à l'écran le petit choix multiple qui s'affiche. Donc vous avez deux options. Soit vous allez donc sur votre navigateur www.slido.com et donc vous participez, vous demandez de participer à un sondage et donc vous encodez la référence chiffrée qui s'affiche à l'écran. Ou alors vous faites comme moi, vous prenez votre téléphone, vous vérifiez que c'est bien connecté à Internet et vous allez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, directement sur votre écran de portable. Et alors à ce moment-là, ça vous donne accès directement au sondage. Comme ça, vous pourrez répondre en temps réel si oui ou non vous êtes prêt pour la pompe à chaleur ou vous ne savez pas. Donc je vais vous laisser une petite minute ou deux pour pouvoir répondre. Alors, mais je vois que j'ai des bons élèves. Donc, 27% pensent qu'ils sont prêts pour la pompe à chaleur, 18% non, et 55% de je ne sais pas. Ah, ça change encore. En tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que 50% ne sachent pas, mais au moins, ça donne tout son sens à ce webinaire. Donc là, ça bouge plus trop, hein, encore, hein. Encore des réponses qui arrivent. Donc, c'est plutôt positif. On voit qu'il y a 38% qui sont prêts pour la pompe à chaleur, 44% qui ne savent pas encore et 19% qui pensent que non. Donc, on verra si finalement cette tendance change avec toutes les informations que je vais vous donner. Alors, justement, en parlant de ces informations, donc comment va se découper mon intervention? Donc en six parties, une petite introduction très courte, parce que ça, c'est pour vous donner un contexte en fait du pourquoi du projet ClearHP. Et donc Julie en a déjà parlé, mais comme ça vous avez de nouveau via le replay, vous avez toute l'information détaillée
sur le projet si vous le souhaitez. Après, on va parler des grandes catégories des différents types de pompes à chaleur. Et puis ensuite, les deux éléments qui sont essentiels pour vous permettre de déterminer si vous êtes prêt ou pas pour passer à la pompe à chaleur. Donc, il y aura le contrôle du niveau d'isolation de votre logement et votre raccordement électrique. Et puis après, en fonction du fait que vous êtes prêt pour la pompe à chaleur, on va rapidement aborder les différentes solutions qui sont possibles pour vous, puisqu'en fonction du système de chauffage que vous avez aujourd'hui, eh bien, le changement vers la pompe à chaleur, eh bien, va être en partie conditionné par l'installation que vous avez aujourd'hui ou pas si vous voulez changer tout le système. Et si vous n'êtes pas encore prêt, ben, qu'est-ce que vous devez faire pour finalement arriver à être prêt pour la pompe à chaleur? Alors, comme Julie le mentionnait, donc nous on est impliqué dans ce projet Clear HP, donc qui a commencé en septembre 2023, qui va se terminer en fin juin 2026. Donc on parle quand même de 2 millions, plus de 2 millions 100 000 euros d'investissement, dont 95% sont financés par l'Union européenne. Donc nous, ça nous aide beaucoup, puisqu'on est une association de consommateurs indépendants, donc c'est-à-dire qu'on est uniquement financé par nos membres. On n'a aucun financement public, excepté ici pour un projet qui a vocation l'innovation et l'information des consommateurs. Et donc on est à 9 partenaires. Donc on travaille ensemble avec cette association de consommateurs. Donc c'est pas seulement la Belgique, il y a aussi l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie. Puis on a deux autres partenaires importants dans ce projet. Donc le BEUC, dont Christina, qui m'aide pour ce webinaire aujourd'hui, fait partie. Et donc le BEUC, c'est le Bureau européen des consommateurs qui finalement rassemble la voix des organisations de consommateurs au niveau européen, ce qui nous permet de faire du lobby à ce niveau-là également. Et alors un autre organisme, le International Consumer Research and Testing, puisque comme vous le savez sans doute, Testachat, comme d'autres organisations de consommateurs en Europe, testent différents produits. Et donc dans le cadre de ce projet, on a testé une quantité assez importante de pompes à chaleur, justement, pour améliorer nos connaissances et pouvoir vous proposer les meilleurs produits avec la meilleure efficacité. Et donc pour pouvoir faire ça avec de nombreux pays, eh bien, on passe par ce partenaire ICRT en acronyme. Et donc voilà. Et donc là, vous découvrez donc les différents pays qui sont impliqués. Et alors, on a dû faire un choix. Quelle pompe à chaleur on voulait tester dans le cadre de ce projet? Et donc, on a quatre pays qui ont choisi les pompes à chaleur RO qui peuvent donc remplacer une chaudière de chauffage central. Et on a trois pays, dont la Belgique, qui a choisi la pompe à chaleur RR, donc de type air conditionné, donc qui, elle, peut faire du refroidissement et du chauffage en même temps. Donc, comme Julie l'a mentionné, donc il y a différentes parties hein, dans le projet Clear. Donc, principalement, on va augmenter les informations sur la pompe à chaleur et les différents types de pompes à chaleur et clarifier également ces informations. On fait le bilan également des aspects financiers parce que vous le verrez dans la suite de ce webinaire, c'est vraiment un point qui est critique pour l'accès au switch vers la pompe à chaleur. On a également deux autres piliers. Donc, suite à des tests qu'on a fait en laboratoire pour trouver les meilleurs produits, ben, on veut faciliter le passage à la pompe à chaleur avec des partenariats avec des installateurs fiables. En tout cas, pour les situations dans lesquelles le passage à la pompe à chaleur est dès aujourd'hui recommandé. Et il y a aussi deux autres piliers dont on parle beaucoup avec les installateurs pour voir quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent sur le terrain et voir si éventuellement on peut influencer les politiques fédérales ou régionales surtout par rapport aux conditions du futur cadre légal. Et alors, on a le but d'informer sur les avantages de la pompe à chaleur tous les consommateurs et de les soutenir vraiment dans le parcours qui les amène à passer à la pompe à chaleur s'ils le souhaitent et si leur situation le permet. Alors, comme je disais, dans ce projet, on a sélectionné les pompes à chaleur RR et pas les pompes à chaleur RO, celles qui peuvent remplacer finalement les chaudières de chauffage central. Alors, ça paraît un peu surprenant, puisque finalement, les personnes qui ont du chauffage central, c'est une majorité de personnes en Belgique, et donc ce serait plus logique de se focaliser sur cette technologie-là. Alors, le grand problème qu'on a ici, je vous mets sur ce slide un tableau, mais on va tout de suite passer à un graphique. Ici, nous étudions et nous comparons les coûts des différents systèmes de chauffage chaque année.
le régulateur du marché de l'électricité et du gaz, la CREG, donc qui a pour but de réguler le marché et d'analyser le marché et les différents prix des différentes énergies, a également fait cette analyse. Donc ils le font chaque année. Et cette année, ils ont inclus les pompes à chaleur qui permettent du coup de remplacer les chaudières de chauffage central. Et donc ils ont comparé le prix de l'investissement et les prix de fonctionnement si on abandonne sa chaudière au mazout, sa chaudière au gaz ou sa chaudière qui fonctionne au propane. Et donc ils sont arrivés aux mêmes conditions, aux mêmes conclusions plutôt que les nôtres, c'est-à-dire que aujourd'hui, les pompes à chaleur qui permettent de remplacer une chaudière de chauffage central ne sont pas suffisamment rentables parce qu'il y a un problème majeur, et c'est ce qui est mis sur ce graphique, c'est que l'électricité est encore beaucoup trop chère comparée au prix du gaz ou du mazout ou du propane. Donc la courbe en bleu que vous voyez ici au-dessus, c'est l'évolution du prix de l'électricité. Et en dessous, vous voyez en mauve le gaz et en brun le mazout. Donc là, ça inclut des prix de juste avant la crise des prix de l'énergie, puis vous voyez les pics de la crise des prix de l'énergie, puis la baisse des prix des différentes sources. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les prix varient, mais l'écart entre les prix des énergies fossiles et le prix de l'électricité, lui, ne varie pas énormément. Et donc, on a encore un facteur d'écart qui varie entre 4 et 5, donc c'est-à-dire que l'électricité est 4 à 5 fois plus chère que les sources fossiles d'énergie. Or, si vous quittez du gaz, du mazout ou du propane, en remplaçant votre chaudière par une pompe à chaleur, ben, vous allez du coup passer à une énergie qui coûte 4 à 5 fois plus cher. Et donc le tableau, l'analyse de la commission de régulation de l'électricité et du gaz était très claire. Donc là, vous découvrez, voilà, si on passe du gaz naturel, du mazout ou du propane vers la pompe à chaleur, on a un ratio de prix maximum requis qui est indiqué. Et donc, c'est-à-dire que pour que ça soit rentable, on devrait avoir une électricité qui est maximum 2 fois plus chère que le gaz ou le propane et maximum 2 fois et demi plus chère que le mazout. Or, le ratio moyen dans l'autre colonne observé sur le marché, c'est qu'on n'est pas à 2 ou à 2,5, on est à un ratio qui est situé entre 4 et 5. Donc ça veut dire que concrètement, si vous voulez remplacer votre chaudière de chauffage central par une pompe à chaleur aujourd'hui, l'électricité est encore au moins 2 fois trop chère pour vous permettre d'arriver à une rentabilité. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pompes à chaleur, donc qui sont mentionnées, la catégorie de pompes à chaleur qui est mentionnée en bleu sur le dessus de mon slide, donc RO, qui permettent de remplacer une chaudière, il faut d'abord isoler drastiquement le bâtiment. L'écart du prix entre l'électricité et les autres énergies fossiles est beaucoup trop important pour l'instant, et donc on ne recommande pas aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que cette situation, on la surveille, on fait tout pour qu'elle change, mais bon, on n'a pas de boule de cristal, mais cet écart de prix, il y a peu de chances qu'il évolue très rapidement à la baisse. Donc pour l'instant, on ne recommande pas de passer à la pompe à chaleur RO pour remplacer sa chaudière de chauffage central. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes les pompes à chaleur sont dans cette situation de non-rentabilité. Les pompes à chaleur RR, qui sont en fait des airs conditionnés, hein, qui peuvent refroidir ou chauffer à la fois, euh, elles sont beaucoup moins chères à l'achat, ont une performance aussi très élevée et peuvent directement équiper des logements de personnes qui se chauffent déjà aujourd'hui à l'électricité, par exemple avec des accumulateurs électriques ou des chauffages d'électricité directe, donc c'est dans des bâtiments qui sont assez récents, qui ont 20 à 30 ans d'âge en général. Et donc là, ce problème que j'aborde de différence de prix ne se pose plus, puisque ces personnes utilisent déjà de l'électricité pour se chauffer. Donc si elles mettent une pompe à chaleur qui utilise 4 à 5 fois moins d'énergie que du chauffage électrique direct, elles vont effectivement avoir une diminution d'un facteur 4 ou 5 de leur facture, puisqu'elles ne changent pas de vecteur énergétique. Elles sont toujours en train d'utiliser l'électricité. Alors, je mentionne ces deux catégories de pompes à chaleur, RR, RO, et donc finalement, comme je ne sais pas, donc dans le public qui me regarde aujourd'hui et toutes les personnes qui vont sans doute regarder ce webinaire en replay, est-ce que vous êtes familier avec ce vocabulaire?
Et donc là, je propose de passer rapidement en revue comment ce vocabulaire fonctionne. Et donc en fait, euh, on va avoir deux mots, hein, RR ou RO par exemple. Et donc c'est le premier mot en fait va qualifier la source d'énergie, donc d'où provient la chaleur renouvelable qui est pompée dans l'environnement extérieur, que la pompe à chaleur va utiliser, et quel est le moyen pour la pompe à chaleur de redistribuer cette chaleur dans le logement. Et donc on va avoir des sources différentes. On peut récupérer la chaleur dans l'air extérieur ou dans le sol, de façon horizontale ou avec des forages de façon verticale. Et puis on peut restituer cette chaleur dans le logement, soit par de la pulsion d'air chaud, soit par un circuit d'eau qui sera chauffé, donc utilisant des radiateurs ou du chauffage par le sol, ou une combinaison des deux. Et donc classiquement, on va avoir la pompe à chaleur RR, qui va donc pomper la chaleur dans l'air extérieur, et qui va redistribuer de façon performante la chaleur dans le logement sous forme d'air pulsé. De la même façon, on va avoir la fameuse situation qui n'est pas encore rentable actuellement que je mentionnais, donc ce qui peut remplacer des chaudières de chauffage central. Avec la pompe à chaleur RO, on va avoir un prélèvement de chaleur dans l'environnement extérieur via l'air extérieur, et on va redistribuer la chaleur via un circuit d'eau, radiateur, chauffage par le sol ou combinaison des deux. Et alors on a un troisième grand type, donc sol-eau. Et donc là, on va aller capter la chaleur qui se trouve dans le sol avec des forages, soit en faible profondeur, donc c'est ce qu'on appelle horizontal, soit avec des forages très profonds, c'est ce qu'on appelle vertical. Et alors après, on redistribue cette chaleur dans le logement via un circuit d'eau à nouveau, même principe, radiateur, chauffage par le sol ou combinaison des deux. Alors un autre type, maintenant je vous donne tout ce vocabulaire, je vais un peu déroger à la règle que je viens de donner. Il y a quand même un cas où on n'utilise pas RO, sol eau, ce genre de choses, c'est la pompe à chaleur hybride. Et donc ça c'est quoi? C'est une combinaison d'une chaudière au gaz avec un module pompe à chaleur RO. Et donc qu'est-ce que ça va faire? En plein hiver, au moment où il fait le plus froid, on va utiliser la chaudière gaz pour avoir assez de puissance pour chauffer l'habitation. Et dès que les conditions extérieures le permettent, c'est la petite pompe à chaleur RO qui va aller capter la chaleur dans l'air extérieur à nouveau et le redistribuer via le circuit d'eau intérieur, radiateur, chauffage par le sol ou combinaison des deux. Alors avant de finalement se poser la question de quel type de pompe à chaleur je vais mettre chez moi, il y a deux éléments qui sont essentiels. Donc, je vous l'avais dit, hein, le contrôle du niveau d'isolation du logement et le raccordement électrique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de contrôler le niveau d'isolation du logement? Et donc, on va vous donner des outils pour, dès demain, aujourd'hui, pouvoir estimer si effectivement le niveau d'isolation de votre logement est suffisant ou pas pour accepter une pompe à chaleur. Donc, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là alors que finalement, pour une chaudière, on va pas forcément réellement regarder ça en détail. En tout cas, pas de la même façon. Donc ici, j'ai mis un résumé des pertes de chaleur d'une maison qui n'est pas isolée. Donc vous avez la majorité par les toitures, 30%, un équivalent entre les murs et la ventilation, donc 20%, 20%. Ensuite, les fenêtres, le sol, les ponts thermiques. Pourquoi c'est important de déterminer les pertes de chaleur? Parce que votre système de chauffage, pour atteindre la température de confort que vous souhaitez avoir, il va devoir combattre en fait ces pertes. Et donc, s'il doit combattre ces pertes avec une réactivité suffisante pour pas attendre plusieurs jours pour obtenir la température que vous souhaitez, il va devoir avoir une puissance suffisante. Et donc, pour une chaudière, avoir une petite chaudière ou une grosse chaudière, il n'y a pas une grosse différence de prix. Par contre, les pompes à chaleur, dès qu'on augmente un tout petit peu la puissance, le prix est vraiment nettement plus élevé. Donc il y a vraiment un intérêt pour limiter le prix de l'investissement à prendre la puissance de pompe à chaleur qui correspond réellement à vos besoins après avoir isolé le logement. D'un autre côté, comme vous l'avez vu, si vous avez du chauffage central et vous devez utiliser votre réseau de radiateurs, aujourd'hui une chaudière en chauffage central, ça envoie de l'eau à 70 degrés, 80 degrés.
une pompe à chaleur, si vous lui demandez ça, ça va être compliqué, ou en tout cas, son efficacité va être drastiquement réduite. Quand on dépasse les 60 degrés avec une pompe à chaleur, ça diminue de façon importante l'efficacité. Or, le prix de l'investissement et l'efficacité de la pompe à chaleur sont essentiels pour qu'il y ait une vraie rentabilité et que vous ayez quand même aussi un niveau de confort suffisant par rapport au système que vous abandonnez. Donc c'est pour ça que c'est déterminant de d'abord réduire les pertes de chaleur et donc d'avoir une idée de à quel niveau vous vous situez. Et donc pour contrôler ce niveau d'isolation et le fait que ça aide le côté prêt ou pas prêt à la pompe à chaleur, on va vous proposer trois outils qui sont accessibles en partie en tout cas et qui sont combinables. Un, le certificat PEB, le score qui se trouve dessus. Deux, l'année de construction ou l'année de rénovation majeure de votre logement. Et trois, on va vous faire un petit test. On va vous proposer de faire un petit test avec votre chaudière. Donc comme ça, je vous mets un petit teasing de test et ça vous fera passer les deux premières informations plus théoriques. Donc on reste accroché. Je sais que c'est mardi soir, mais j'essaie de vous donner les informations de façon les plus attractive possible, la façon la plus attractive possible. Alors on va passer évidemment par région parce que les certificats, c'est un aspect qui est régionalisé. Donc en Flandre, pour ceux qui ont une habitation en Flandre, il y a deux éléments qui existent, qui sont vraiment intéressants. Vous avez donc l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc le Woning Pass. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le passeport bâtiment. Donc c'est vraiment un site qui regroupe toute une série d'informations qui sont accessibles sur un logement en fonction de son adresse. Et vous avez aussi un simulateur de score de certificat énergétique. Et donc vous pouvez donc compléter toute une série d'informations. Et donc on vous donne une estimation du score que vous auriez sur votre certificat énergétique si vous ne disposez pas de certificat aujourd'hui. Alors à Bruxelles, là, on n'a pas de simulation, pas encore, d'outils pour simuler le score PEB. Par contre, on a un registre des certificats PEB, dont l'adresse s'affiche ici à l'écran. Et donc, qu'est-ce que c'est ce registre? En fait, ça vous permet, si vous n'avez pas de certificat ou si vous pensez acheter ou louer un bien et le certificat n'est pas encore disponible, vous pouvez aller voir sur ce registre en tapant simplement l'adresse détaillée, le code postal, et vous pourrez voir si effectivement il y a un certificat qui existe ou pas, et s'il y en a, s'il y a un historique de certificat. Donc ici, je vais vous donner un exemple. Donc là, donc j'ai masqué l'adresse volontairement, hein, donc on est dans une maison de ville à Bruxelles, et donc on voit qu'on a deux certificats qui ont été émis, qui sont officiels. Donc le plus récent étant au-dessus. Donc on a en dessous un certificat avec une classe énergétique G et donc le fameux score, hein, donc de consommation d'énergie primaire par mètre carré par an, donc 474 ici en l'occurrence. Et puis on voit, en tout cas on suppose qu'il y a eu des travaux assez importants dans cette habitation, puisqu'on passe du G au E+, et donc avec un score de 220 kWh par par mètre carré par an, pardon. Et donc là, ça a été fait en 2020. Donc comme ça vous permet d'avoir accès à un historique. Pas au certificat complet, mais ça vous donne le score, ce qui est suffisant, on va le voir dans un instant. Et alors en Wallonie, là, on n'a pas encore de passeport bâtiment non plus. Par contre, on a un outil dont l'adresse s'affiche à l'écran, le Quick Scan. Et donc le Quick Scan, ça vous permet, de la même façon que la simulation du score PEB en Flandre, mais de façon plus simplifiée, ça vous permet de rentrer des données sur votre habitation et d'avoir aussi une évaluation de son niveau énergétique. Alors après, vous allez me dire, Philippe, c'est bien. Maintenant, j'ai une lettre, j'ai un score, et en quoi ça répond à ma question de est-ce que mon logement est prêt pour la pompe à chaleur ou pas? Alors, ici, vous découvrez donc les différentes échelles des certificats PEB dont on parle maintenant. Donc, à gauche, la Flandre, au milieu, Bruxelles, à droite, la Wallonie. Et donc, on a effectivement une échelle de lettres qui change d'une région à l'autre. Par contre, c'est pour ça que je vous citais les fameux scores chiffrés. L'échelle est la même. C'est simplement que les étiquettes énergétiques ne sont pas les mêmes. Ça dépend du parc immobilier et de la quantité
de biens qui sont plus ou moins compacts ou plus ou moins isolés. Et donc, c'est ça qui fait qu'on n'a pas les mêmes habitations en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. Et donc, l'échelle des labels en lettres est différente. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au-delà de 100 kilowattheures par mètre carré par an d'énergie primaire, donc c'est-à-dire le label A plus A en Flandre, et alors on va avoir A et B à Bruxelles et le A plus plus, A plus et A en Wallonie, on est prêt pour la pompe à chaleur. Et si on est situé entre le chiffre de 300 et 100, c'est-à-dire label B, C en Flandre, label C, D ou E à Bruxelles, ou le label B, C ou une partie du D en Wallonie, ben ça veut dire que là, on a un diagnostic à faire. Il va falloir vérifier différents aspects, notamment l'isolation de certaines parois, pour pouvoir déterminer si on est prêt ou pas pour la pompe à chaleur. Donc ça, c'est le premier outil, le certificat de performance énergétique. Alors le deuxième outil, c'est l'année de construction ou l'année de rénovation majeure de logement. Alors, en 2008, la PEB est apparue et est devenue obligatoire en Wallonie. Donc, ça veut dire que là, des exigences ont été formulées et devaient être respectées pour n'importe quel logement qui a été construit à partir de cette date-là. Et donc là, on sait que les niveaux d'isolation qui étaient prescrits à l'époque, qui ont changé entre-temps, hein, qui se sont nettement améliorés, mais étaient déjà suffisants pour pouvoir permettre d'accueillir une pompe à chaleur. Donc là, si votre logement date d'après 2008, c'est bon. Entre 1996 et 2008, il n'y avait pas encore de PEB, mais il y avait quand même une exigence légale, une valeur K. Alors en résumé, la valeur K, qu'est-ce que ça prend en compte? Ça va prendre en compte le volume d'air à chauffer dans votre logement, ça va prendre en compte les surfaces de déperdition et leur caractère performant ou pas, et ça va prendre en compte aussi le fait que votre bâtiment est compact ou pas. Parce que si pour un même volume, vous avez un grand appartement, ou vous avez une petite maison quatre façades, ben, c'est sûr que la maison quatre façades sera défavorisée par rapport à cette valeur K. Donc là, avec cette valeur K de 55, on estime que ça correspond à environ 8 cm d'isolation dans le toit, 6 cm dans les murs, et un double vitrage classique, donc ancien. Et donc, a priori, on pourrait être prêt pour la pompe à chaleur. En même temps, vu les délais entre 96 et 2025, on a quand même presque 30 ans. Nous, on vous recommande quand même d'avoir une vérification partielle de ce qui a été fait pour vérifier les épaisseurs d'isolation et pour vérifier que cette isolation est encore en bon état, qu'il n'y a pas eu de tassement, par exemple, pour une isolation de mur ou ce genre de choses. C'est toujours utile. Entre 85 et 96, il y avait aussi une valeur K, mais qui était moins restrictive, puisque plus ce facteur K est bas, plus l'isolation est performante. Donc là, 70, c'était moins bon que 55. Et donc là, de nouveau, on estime qu'on n'est pas loin des mêmes épaisseurs d'isolation. Et donc, on pourrait être prêt pour la pompe à chaleur, mais un petit contrôle ne fait jamais de tort. Et avant 1985, là, on n'avait aucune exigence légale. Donc, c'est certain, sauf si une isolation a été placée ou des travaux ont été effectués après cette date, il y a fort à parier que votre bâtiment n'est pas du tout prêt pour la pompe à chaleur. Alors, on a la même série de dates pour Bruxelles, donc 2008 pour la PEB obligatoire. Entre 99 et 2008, on a le cas 55. Avant 1999, là, on n'est probablement pas prêt pour la pompe à chaleur aussi, puisqu'il n'y avait aucune exigence, sauf de nouveau si des travaux ont été entrepris. Et alors en Flandre, là, on était un peu plus euh, rapide hein, pour l'implémentation de la PEB, donc dès 2006. Entre 93 et 2006, on avait également hein, donc ce cas 55. Alors dans les faits, l'ODE, donc l'organisation sectorielle de Flandre par rapport à l'énergie durable, donc avait fait des estimations. Et donc en réalité, apparemment, même quand on avait cas 55, dans les faits, on arrivait à 70. Donc c'est bien la preuve que même si on s'attend à avoir certaines épaisseurs d'isolation, ça vaut tout de même la peine de quand même bien vérifier ce qui a été fait et si c'est toujours en bon état. Et là, avant 1993, là de nouveau, aucun cadre réglementaire restrictif. Donc on pense qu'effectivement, sauf travaux postérieurs à cette date, le logement ne sera pas prêt pour la pompe à chaleur.
Alors, un autre aspect, le dernier aspect un petit peu test que je vous avais proposé pour voir si votre logement est prêt pour la pompe à chaleur, c'est la chaudière. Alors, sur tous les modèles de chaudière à condensation, cette option est disponible, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, il y a quelqu'un qui manipule une molette. Il y a deux molettes, une à gauche, une à droite. Une à gauche pour les radiateurs, une à droite pour l'eau chaude sanitaire. Donc, le petit test qu'on propose ici, ce sera de jouer sur la température des radiateurs pour voir si votre circuit de chauffage dans votre maison ne doit pas être remplacé le jour où vous passerez à la pompe à chaleur. Alors, ça, c'est le label gaz et ça, c'est le label pour les chaudières mazout, qui sont donc tous les deux à condensation. Et vous pourrez aussi vérifier si votre chaudière est à condensation, si vous avez une évacuation des condensats, donc un petit tuyau supplémentaire qui va à l'égout sous votre chaudière. Normalement, sur des anciennes chaudières qui ne sont pas à condensation, vous pourriez aussi avoir ce fameux bouton qui vous permet de régler la température du circuit de chauffage manuellement, mais bon, ça n'est pas toujours le cas. Et donc, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? On vous propose de diminuer la température, qui sera certainement plus élevée que 50 degrés. On vous propose de l'ajuster à 50 degrés et d'ouvrir bien sûr toutes les vannes des radiateurs qui sont dans l'espace où vous avez votre thermostat. Et de le faire pendant une longue période froide. Donc là, c'est un petit peu, bon, sauf vague de froid extrême, mais bon, on est au mois de mars. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Donc moi, personnellement, je l'ai fait chez moi pendant tout l'hiver là maintenant. Et donc, à part le fait que il y a eu un temps de chauffage qui a été un petit peu plus long par rapport à une température plus élevée, ce qui est logique, si je demandais 19 degrés ou 20 degrés, je finissais par les avoir dans un temps raisonnable. Donc là, ça veut dire que deux choses. Ça veut dire que avec une eau à 50 degrés, vous pourrez atteindre la température que vous avez demandée avec vos radiateurs actuels, votre système de diffusion de chaleur que vous avez déjà dans votre logement, donc vous ne devrez pas remplacer cette partie-là. Et ça veut dire que l'isolation de votre logement est quand même, en tout cas moyenne, à suffisante que pour pouvoir accueillir une pompe à chaleur. Même si on a discuté du prix par rapport à la puissance, du prix de fonctionnement aussi. Mais donc, s'il y a encore de l'isolation rajoutée, ça vaut toujours la peine de le faire, mais au moins vous avez une réponse sur le fait de maintenir vos radiateurs ou maintenir votre chauffage par le sol, par exemple, ben, à ce moment-là, de toute façon, ça fonctionnera. Autre point aussi qui est important, puisqu'on le disait justement, hein, on passe du gaz, mazout ou d'une autre énergie vers l'électricité, puisque la majorité des pompes à chaleur qui sont proposées sur le marché fonctionnent à l'électricité. Et donc, ça veut dire que, effectivement, votre coffret électrique n'est peut-être pas adapté à pouvoir fournir une puissance suffisante pour cette pompe à chaleur si, au jour d'aujourd'hui, vous avez un raccordement classique et vous n'avez que des électroménagers, un frigo, une télévision, ce genre de choses. Votre raccordement n'est peut-être pas suffisant. Alors, comment vérifier justement cette puissance qui est disponible via votre raccordement électrique? Et si vous avez une augmentation de phase qui est nécessaire, puisque vous avez différents types de coffrets, donc on va le voir ici. Ça, c'est une façon très facile d'identifier dans quelle situation vous vous trouvez. Donc à gauche, on a un disjoncteur principal, donc c'est ce qui se trouve juste à côté de votre compteur ou même avant votre compteur. C'est le raccordement monophasé, donc on a juste deux parties. Et puis au milieu et à droite, vous avez les raccordements triphasés, avec des tensions différentes, donc 3 fois 230 volts ou 3 fois 400 volts. Donc évidemment, plus vous avez de phases, plus vous pouvez répartir la puissance qui est tirée par un appareil, comme une pompe à chaleur par exemple, et plus la tension est élevée dans ces phases, plus vous avez une puissance disponible qui est plus importante. Et donc si vous devez placer une pompe à chaleur et que votre raccordement pour l'instant est monophasé et la puissance est assez basse, ben, non seulement vous aurez peut-être besoin d'une augmentation de puissance, mais vous devrez peut-être passer à un raccordement triphasé. Donc ça, c'est un autre aspect à prendre en compte, mais par rapport à l'amélioration de l'isolation du logement et le bon choix de la pompe à chaleur, et finalement, ça, c'est pas quelque chose de très handicapant. C'est simplement contacter son gestionnaire de réseau et quand même demander une offre pour savoir un petit peu euh, intégrer cet aspect-là dans le projet.
Alors imaginons que maintenant, suite à tout ce que je vous dis, pour ceux qui avaient déjà répondu oui, je suis prêt pour la pompe à chaleur, euh, vous constatez que oui, votre accordement électrique, tout va bien. Et donc finalement, quelle pompe à chaleur vous devriez mettre? Ça dépendra principalement en fait du type de chauffage que vous utilisez aujourd'hui. Donc, comme on l'avait vu, si vous avez du chauffage électrique, vous avez différents appareils qui sont disposés dans votre logement, mais vous n'avez pas un réseau de radiateurs, vous n'avez pas de chauffage par le sol. Donc, ce que nous, on recommande, ben, ce sera de passer à la pompe à chaleur air-air. Et l'avantage ici, comme je le disais en début de webinaire, c'est que vous restez sur du chauffage qui utilise de l'électricité. Même si la pompe à chaleur est 3 à 4 fois plus performante, ben, c'est sûr que vous allez utiliser pour la même consommation, enfin vous allez consommer 3 à 4 fois moins. Donc là, pour les personnes qui se chauffent aujourd'hui avec ce type d'appareil, c'est vraiment une situation idéalisée pour passer à la pompe à chaleur et diviser ses factures par 3 ou par 4. Et donc là, nous, ce qu'on recommande, ce serait de passer à la pompe à chaleur RR. C'est justement celle qu'on a testée, en tout cas en Belgique, dans le cadre de ce projet, et qui est concernée par la campagne d'installation collective qui va avoir lieu en mai 2025. Alors après, toutes les situations où il y a un chauffage central avec une chaudière. Donc là, que vous soyez au gaz mazout avec une chaudière et des radiateurs chauffage par le sol ou une combinaison des deux, vous avez différentes options. En gros, les pompes à chaleur qui vont redistribuer la chaleur dans le logement via de l'eau. Donc vous allez avoir du RO ou vous allez avoir du sol-eau. Après, ici, moi, j'aborde juste les solutions techniques qui se basent sur le système qui est présent dans votre habitation aujourd'hui. Je n'ai pas dit que c'était rentable, hein. On revient à la discussion du début du webinaire. C'est juste pour clarifier les différents choix qui sont possibles en fonction de ce que vous avez aujourd'hui comme installation. Alors après, il y a d'autres solutions. Ça, on l'avait abordé aussi. Donc, la pompe à chaleur hybride. Mais si là, c'est un système tout en un, donc c'est ce qu'on appelle l'hybridation centralisée 1 à l'écran. C'est-à-dire que vous allez avoir une chaudière neuve qui est combinée à l'intérieur avec une petite pompe à chaleur RO. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir vous raccorder sur votre système de radiateur existant. Ou alors, vous avez l'hybridation centralisée 2 qui est mentionné à l'écran. Et donc là, vous allez pouvoir conserver votre chaudière actuelle et y greffer une pompe à chaleur, RO de nouveau, qui va compléter en fait le fonctionnement de la chaudière existante, principalement au moment où c'est le plus intéressant, c'est-à-dire quand les températures de l'air extérieur sont plus élevées, et donc ce sera en automne et au printemps. Et en plein milieu de l'hiver, là, ce sera plutôt la chaudière classique qui sera utilisée. Alors il y a aussi une autre option qui du coup concerne les installations groupées qui seront proposées dans le cadre de ce projet-ci. C'est si vous avez déjà un chauffage central avec une chaudière, qu'elle soit au mazout ou au gaz, et donc vous pourriez équiper votre séjour, donc les pièces qui sont principalement chauffées, avec un système RR. Et donc ça vous permettrait d'avoir un système qui fonctionne à une performance très élevée pendant l'automne et pendant le printemps, et à nouveau d'utiliser votre chaudière pendant le cœur de l'hiver. Donc ça vous permet aussi de refroidir cet espace si jamais vous avez un problème de surchauffe. Donc ça, c'est l'avantage du RR, c'est qu'il y a une réversibilité. Donc si finalement on fait le résumé de ce que j'ai abordé avec vous pour ce côté décision, ou en tout cas diagnostic plutôt de est-ce que mon logement est prêt pour la pompe à chaleur ou pas, si vous êtes équipé de chauffage électrique, ben là, la réponse est oui. D'office, votre logement, ces bâtiments datent à partir des années 2000, ou en tout cas ont été isolés suffisamment que pour pouvoir être chauffés avec des accumulateurs ou ce genre de choses. Donc d'office, la réponse est oui. Et vous pouvez, en tout cas c'est ce qu'on recommande, de placer du RR. Si vous n'êtes pas chauffé avec du chauffage électrique, là, il faut vérifier le niveau d'isolation du logement, donc via les outils que je vous ai présentés. Donc soit c'est suffisamment isolé
Et là, si on trouve une rentabilité dans le futur, on pourrait mettre du RO ou du sol haut. Ou si ça n'est pas suffisamment isolé et qu'on a besoin d'une puissance suffisante sans se ruiner, on va mettre une pompe à chaleur hybride, soit combinée, soit mettre une pompe à chaleur RR en complément dans le séjour. Alors, maintenant j'ai décidé, comme on arrive presque au bout de mon intervention, de vous remettre le le même sondage. Par contre, je voudrais le remettre à zéro. Donc pour ça, je vais devoir un peu quitter ici. Je vais essayer de le remettre à zéro. Voilà. Donc là, ça y est, normalement, ça va repartir. Pour voir si au final, après cette présentation, vous avez changé d'avis ou pas. Ah, donc là, finalement, on est à moitié-moitié. Donc je ne sais pas si tout le monde a voté, ou si finalement, ça vous a plus embrouillé qu'autre chose. Il y a plus de non, hein. Il y a plus de je ne suis pas prêt. Il y a un peu moins de je ne sais pas. Il y a plus de oui. Alors, dernière petite partie très courte, et puis après on passe aux questions-réponses, comme ça on a encore du temps. Si votre logement n'est pas prêt, inévitablement, vous allez devoir passer par des mesures d'amélioration de l'isolation. Et donc pour ça, on a une plateforme dédiée qui regroupe vraiment toutes les informations de façon avec les bonnes priorités, avec les bonnes étapes, et qui résume vraiment tout ce qui est possible de faire chez vous. Donc moi, je vous invite, si vous pensez que vous êtes vraiment dans ce cas-là, d'abord à vous inscrire à notre webinaire sur les économies d'énergie, qui lui sera mentionné sur la page que je mettrai en fin de webinaire, et aussi à vous rendre sur notre plateforme Energy Guide, dont vous découvrez l'adresse ici en dessous. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires dans le bon ordre et vous aurez même des liens avec des partenaires pour faire ces travaux qui sont nécessaires avant d'envisager de placer une pompe à chaleur. Et maintenant, c'est vraiment le moment où on peut euh, interagir. Et donc, je n'ai aucune vue sur toutes les questions que vous avez posées pendant mon intervention. Donc, je vais demander à Christina de revenir. Merci beaucoup Philippe et bonsoir tout le monde. On n'a pas reçu énormément de questions. On a une seule euh, sur la transition du gaz central à la pompe à chaleur air to air. Si dans Oui. le cadre d'une rénovation, on a le même problème de prix ou plutôt comment vous avez fait le choix, enfin, est-ce que vous avez déterminé de choisir celle-ci pour le prix? Donc, pour aller vers le R2R, c'est ça? Oui, RR. Donc, en fait, le RR, donc nous, on a fait des tests maintenant dans le cadre de ce projet, hein, dans ce cadre de ce projet européen. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que l'efficacité des pompes à chaleur RR, elle monte jusqu'à un facteur 6, voire 7. Donc, ça veut dire qu'elles permettent de diviser par 6 ou par 7 les consommations quand on est à une température d'air extérieur, puisqu'elles vont aller chercher évidemment les calories dans l'air extérieur, quand on a des températures qui sont clémentes, hein, donc dans les 10 degrés, voire au-dessus.
Donc si on lisse cette efficacité sur toute l'année, on va être à un facteur 4 ou 5. Et donc là, on arrive effectivement à on arrive au-dessus de ce fameux écart de prix entre gaz, mazout, propane et électricité. Et donc ces températures, elles sont surtout atteintes en automne et au printemps. Et donc c'est un peu ça l'objectif, c'est de se dire, voilà, si on a une chaudière qui est vieillissante, qui n'est pas encore en fin de vie, on sait que on va faire des travaux d'isolation, mais qui vont prendre un certain nombre d'années, et qu'on veut conserver cette chaudière de chauffage central, mais qu'on veut voilà, en limiter le fonctionnement pour éviter qu'elle ne vieillisse trop vite. Ça peut être intéressant de mettre cette pompe à chaleur RR dans les espaces les plus chauffés pour la faire fonctionner donc en automne, au printemps, donc c'est-à-dire vraiment les mois octobre-novembre, et alors typiquement mars, avril s'il fait encore frais. Et donc ça permet de réduire en fait la période pendant laquelle on fait fonctionner le chauffage central, et ça permet à la chaudière à ce moment-là de fonctionner à plein régime à un moment donné où il y a vraiment une demande de chaleur importante parce que voilà, les températures extérieures sont vraiment basses. Et donc ça permet finalement d'attendre le remplacement de la chaudière de chauffage central et à un moindre prix. Parce que c'est ça aussi un des éléments qui nous a conduit à choisir cette technologie RR dans le cadre de ce projet. C'est que comme on savait que le RO pour l'instant, au niveau de l'investissement et au niveau des coûts de fonctionnement, est un peu hors de portée, le RR, on a un budget d'installation qui est aussi entre 1500 euros, 2000, 2500 euros, si on équipe simplement un espace de séjour, par exemple. Et donc, en termes de coût de fonctionnement, en intersaison, ça fonctionne aussi. Et donc, c'est pour ça que, pour l'instant, la pompe à chaleur RR est assez compétitive par son efficacité, le prix d'investissement qui est nettement plus faible et le fonctionnement en intersaison qui est aussi optimalisé au niveau de son efficacité. D'accord, merci beaucoup. On a reçu d'autres questions entre-temps. La Ah! première serait combien coûte une pompe à chaleur air-to-air? Ah ben justement, c'est entre 1500 et 2500 euros, 3000 euros. En fait, ça dépend. Ça dépend de la puissance de chauffage dont on a besoin. Et donc, il y a une unité extérieure qui a une certaine puissance. Et puis, on va avoir des unités intérieures. Donc, ce qu'on voit d'ailleurs sur notre écran sous le ballon, là, effectivement, c'est un module intérieur. Donc, on peut en avoir un mural ou on peut en avoir un qui ressemble à un radiateur. C'est une sorte de ventilo-convecteur parce que ça souffle l'air chaud à l'intérieur de la maison. Et donc, en fonction du nombre d'unités à l'intérieur et du nombre d'unités à l'extérieur et leur puissance, ben, on va avoir des différences de prix. Donc, si on veut équiper, par exemple, le salon d'un appartement ou d'une maison qui fait plus ou moins, je ne sais pas moi, le salon de 40, 45 mètres carrés, 50 mètres carrés, on va pouvoir fonctionner en général avec une pompe à chaleur de 3 à 5 kilowatts. Et donc, on va se retrouver avec une unité extérieure et en général plus ou moins deux unités intérieures. Et donc là, on va osciller entre environ 2000 euros et 3500 euros, 4000 euros maximum. Et donc, c'est sûr que par rapport à une pompe à chaleur RO, où on est plus à un prix de départ de 9000 euros, mais donc là, ça va concerner tout le logement. Donc, effectivement, on ne parle pas des mêmes choses, mais on va commencer à 9000 euros et donc ça peut vraiment monter jusqu'à 15 000 euros. Une seule eau qui va pomper du coup la chaleur du sol, on démarre souvent aux environs de 18 000 euros, ça va jusqu'à 32 000 euros parce que là on a des forages pour aller placer les sondes qui vont capter la chaleur dans le sol. Donc on sent qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions au niveau de l'investissement. Et donc c'est sûr que le choix de la technologie qu'on va utiliser, il est lié à la fois au système qu'on a maintenant, à la performance de l'isolation et au budget qu'on veut mettre au niveau de l'investissement, hein. Mhm. Et on a aussi reçu une autre question. Quelqu'un nous demande pour quelle raison le système au sol eau n'est pas-il rentable? Parce qu'il y a moins de coûts d'électricité, mais est-ce que le coût d'installation est-il plus important? Bah oui, effectivement, le sol haut,
En réalité, c'est le système le plus cher. Comme je le disais, on est entre 18 000 et 32 000 euros. Donc, c'est sûr que l'efficacité est un peu supérieure par rapport au RO, puisque c'est sûr que l'air extérieur, la température fluctue hein, au fur et à mesure de l'année, tandis qu'une captation de chaleur dans le sol, la chaleur du sol est vraiment, la température du sol est vraiment stable tout au long de l'année. Et donc, c'est une efficacité qui ne va pas être fonction des conditions climatiques, elle va être vraiment stable. Et c'est vrai que c'est de la technologie, c'est une technologie qui est très performante. Par contre, elle est complexe à mettre en œuvre. Mm. Et surtout, il y a des forages. Et donc, il faut avoir le terrain où on peut forer des forages très profonds, ou où on a une grande surface de terrain, par exemple. Et donc, il faut que ces machines qui viennent installer ce réseau pour capter la chaleur extérieure dans le sol, il faut que ces machines puissent avoir un accès. Donc on pense tout de suite à des maisons à la campagne, c'est sans doute faisable. Mais en ville, c'est un challenge beaucoup plus compliqué. Ça va encore augmenter ces coûts qui sont déjà très très importants. Et donc même si on va gagner en consommation, pour rembourser ce niveau d'investissement entre 18 et 32 000 euros, bon, ce sont des grandes fourchettes, mais ça donne un ordre de grandeur. Ça va être assez compliqué. Et par contre, dans les constructions neuves, c'est sûr que si on part de zéro ou qu'on fait une rénovation globale où en fait on garde les murs et c'est tout, et on a un terrain accessible, ça vaut la peine de comparer les différentes options. RO, sol haut, et de voir sur les fiches techniques quelle est la rentabilité, l'efficacité qui est annoncée, et donc de refaire les calculs du gain de consommation apporté entre une technologie par rapport à l'autre, et de voir si finalement le jeu en vaut la chandelle. Mhm. Et une question complémentaire par rapport à ça, est-ce qu'on peut aussi refroidir en été avec le sol haut? Alors avec le sol haut, tout comme le RO, en fait, on peut parfaitement refroidir un logement. Alors par contre, il y a des impératifs techniques. Donc quand on parle du RR, donc l'air conditionné, là, on n'a pas de limite, hein, on peut souffler de l'air extrêmement froid. Quand on est sur du sol haut ou du RO, là, ça va être plus délicat. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le circuit de radiateur ou le circuit de chauffage par le sol qui devient un refroidissement par le sol, donc ce système va être refroidi, on ne peut pas le refroidir de façon trop importante, parce que sinon ça va générer de la condensation, et donc je pense qu'on n'a pas envie de se retrouver avec un sol entièrement humidifié, ou d'avoir des radiateurs voilà, qui percolent de condensation dans l'habitation. Donc oui, c'est possible. Maintenant, c'est un refroidissement qui sera différent que ce que peut apporter une pompe à chaleur RR. Donc oui, c'est une sensation différente et c'est une réactivité qui est différente, hein. Ce sera beaucoup moins rapide de pouvoir refroidir un logement avec ce type de système. D'accord. On a reçu une autre question. Quel est le niveau de bruit qu'une pompe à chaleur fait? Et je sais que ça, c'est quelque chose qu'on a testé, donc je te Oui, laisse. alors là, effectivement, ça dépend du type de pompe à chaleur. C'est là où la fameuse pompe à chaleur sol-eau a tout son intérêt, c'est qu'on a extrêmement peu de bruit, puisque le prélèvement de la chaleur dans l'environnement extérieur se fait par des circuits qui sont souterrains, et donc on va avoir une partie intérieure dans la maison avec un système qui fait effectivement un certain niveau de bruit, mais qui se trouve caché, et puis après on a ce fameux réseau d'eau, hein, chauffage par le sol ou par les radiateurs, et donc on va en tout cas pas avoir de bruit ou très très peu. Par contre, pour ce qui est RR ou RO, ben, là, il y a la question du bruit qui se pose. Effectivement, pour la partie qui est à l'extérieur ou pour la partie qui est à l'intérieur. Et donc, dans notre test, on a effectivement mesuré ça de façon différente, à la fois pendant la saison de refroidissement et pendant la saison de chauffage. Et donc, on voit effectivement qu'un appareil n'est pas l'autre et qu'on peut avoir des émissions de bruit qui sont plus désagréables voilà, sur certains appareils par rapport à d'autres. Alors maintenant, l'unité extérieure, donc là, il y a aussi des modes de fonctionnement qui permettent d'avoir un mode plus silencieux. Et donc, ça ne fait pas plus de bruit qu'un grand frigo.
Donc, effectivement, il y a des conditions à respecter, mais ça, c'est l'objet d'un autre webinaire hein, sur l'installation, pour pouvoir limiter justement le bruit de cette unité extérieure par rapport à l'environnement direct de l'habitation, mais aussi par rapport aux voisins, s'il y a des bâtiments à proximité. Et alors, pour les unités intérieures, là, il y a effectivement, pour le RR en tout cas, le bruit qu'on pourrait entendre de l'unité intérieure. Mais de nouveau, ça a été, ce sont des évolutions qui ont vraiment été dans le bon sens. Et pour le RO, du coup, à l'intérieur, comme on a un réseau d'eau, de nouveau, euh, on n'aura pas de problème particulier lié au bruit. Ok. Il nous reste une dernière question, mais n'hésitez pas à nous envoyer d'autres via le chat ou l'onglet Questions and Answers ou questions ou réponses. Donc, la dernière question qu'on a reçue pour l'instant, c'est comment vérifier l'épaisseur d'isolation dans les murs? Faut-il isoler le sol quand la maison est entièrement sur des caves? Elle a une température constante toute l'année entre 15 et 17 degrés. Alors, si on a une température constante entre 15 et 17 degrés, je veux bien déménager. Ben, ça veut dire qu'il y a quand même des apports de chaleur quelque part. Donc, si on ne chauffe pas du tout un bâtiment, normalement, la température finit par redevenir équivalente à la température extérieure. Alors, contrôler l'isolation dans les murs, ben, en tout cas, le fait de chauffer pendant des durées très courtes et avoir une température qui se maintient dans la durée. Donc, par exemple, si on a une température à mi-journée de 19 degrés à midi, puis le lendemain, alors qu'il gèle dehors, à midi, on a seulement 17 degrés. En tout cas, ça, c'est un bon indicateur pour voir que les pertes du bâtiment par les murs, toitures et autres sont vraiment très réduites. Donc ça, c'est un très bon indicateur pour savoir, pour déduire en tout cas le niveau de confort. Après, on ne pourra pas déduire le nombre de centimètres d'isolation sans faire une vérification dans les parois. Et j'ai bien conscience que c'est compliqué, hein. Maintenant, s'il y a des caves sous toute l'habitation, ce qui peut être intéressant, c'est de vérifier par les espaces de cave s'il y a une isolation qui a été placée ou pas, ou s'il y a tout autre document qui existe, peut-être chez le précédent propriétaire. Parce que de nouveau, pour le certificat de performance énergétique, c'est aussi crucial d'avoir des documents officiels, des factures, des photos, ce genre de choses. Et donc, même si enfin, ça ne servira pas qu'au diagnostic, est-ce que ma maison est prête pour la pompe à chaleur? Ça servira aussi pour avoir un certificat de performance énergétique qui prendra en compte toutes les informations dont dispose le propriétaire. Merci beaucoup, Philippe. On n'a pas reçu d'autres questions et donc s'il n'y en a pas d'autres, s'il n'y en a pas via le chat dans les prochaines minutes, je vais proposer alors de clôturer cette séance. D'accord. Donc moi, j'ai deux petits slides encore pour terminer, justement. Mhm. Donc là, je partage encore mon écran. Donc je ne sais pas si tu peux me confirmer qu'on revoit bien mon écran. Oui, Oui? oui. Super. Donc déjà, je voulais tous vous remercier pour votre présence et d'avoir posé ces questions, parce que c'était vraiment le but. Maintenant, si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à les partager sur, le canal YouTube où on va mettre en replay donc, ce webinaire, puisque toutes les questions que vous posez pourront nous permettre de justement alimenter nos contenus, mais aussi de créer des frequently asked questions pour chaque thème de chaque webinaire. Donc, merci beaucoup. Et alors, nos prochains webinaires, donc là, je vous rementionne ce que Julie avait mentionné. Donc, les différents types de pompes à chaleur. Je vois que ça pique la curiosité de notre public. Donc, c'est très bien qu'on va pouvoir passer un temps plus long sur ce thème-là. La visite d'un professionnel de l'installation, les primes, les prêts, préparer son logement pour un passage à la pompe à chaleur. Et donc, les inscriptions dès le mois de mai 2025 et l'accès à la campagne d'installation collective de pompe à chaleur, mais air to air, donc si c'est dans votre cas adapté.
et sans engagement. Et alors, voilà, ce webinaire, vous découvrez le lien. Alors, c'est un peu long, mais voilà, c'est utile. Donc, je vous laisse le temps de noter l'adresse de cette page qui se trouve sur notre site. Et donc, vous voyez bien que la fin s'intitule News Clear HP. Et donc, comme ces webinaires, cette campagne d'installation collective, toutes les informations, les agendas de ce qui va se dérouler dans le cadre de ce projet sont des news, et bien tout ça apparaîtra au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à consulter cette page de notre site fréquemment, et en tout cas certainement à la fin du mois d'avril, juste avant le mois de mai, puisque c'est à ce moment-là que vous pourrez vous inscrire aux 4 webinaires suivants, et également vous pourrez souscrire à la campagne d'installation collective sans engagement. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, de bonnes réflexions sur vos projets de passage au chauffage décarboné. Et on se donne rendez-vous de toute façon au plus tard en mai 2025 pour les prochains webinaires. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.